Bonjour, bonjour! Vous n'en avez jamais assez des gros clichés sur les armes, hein, et ça tombe bien parce que j'ai repris vos petits commentaires des dernières vidéos pour en piocher des nouveaux. Puis bon, faut avouer que j'en note aussi assez régulièrement de mon côté, donc c'est parti pour ce deuxième épisode. On va encore découper un peu de l'idée reçue. Et on commence avec du lourd, le feu grégeois. Vous savez, c'est cette fameuse recette secrète des Byzantins, une sorte de liquide qui brûle fort, qui colle aux cibles, impossible à éteindre, et qu'on peut balancer avec des engins de siège, des grenades, des lance-flammes, et que sais-je encore. Oui, parce que si vous avez zappé la vidéo précédente, les grenades et les lance-flammes, ça existe au Moyen-Âge, on en reparlera. Oui, tout ça, ça rappelle un peu le napalm de la guerre du Vietnam, vous comprendrez donc bien que je ne vais pas vous faire de démonstration. Enfin, pas aujourd'hui en tout cas. Bref, comme pour beaucoup d'armes devenues légendaires, les plus grands utilisateurs de l'arme elle-même, ils en ont fait des caisses pour s'en servir aussi d'armes psychologiques. Et pour le feu grégeois, les Byzantins les premiers parlaient de la recette secrète d'une arme dévastatrice, le fameux feu grégeois qui, en fait, était utilisé par à peu près tout le monde dans la région à la même époque. Il n'y a pas de secret, quoi. Voilà, la recette, elle n'est pas secrète. En fait, il en existe plusieurs. C'est un mélange de divers combustibles, des essences, des alcools, des pois, du goudron, de la résine, et parfois aussi des éléments fumigènes, parce que c'est plus rigolo. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'était pas pour autant un truc anodin et inoffensif. Pendant les croisades, ça a été utilisé dans de nombreux contextes, sur mer notamment, parce que certains mélanges, ces mélanges brûlent à la surface, et ils ne s'éteignent absolument pas avec de l'eau, ce qui est un peu gênant pour les bateaux en bois, voilà. Sur terre, j'ai déjà un peu évoqué, on pouvait remplir des grenades comme celle-là, petit chiffon, petit allumage, et c'est l'ancêtre du cocktail Molotov, bien connu des Russes et des révolutionnaires. Bon, alors après, ça aussi c'est une grenade, plutôt à poudre. Voilà, si vous savez pas pourquoi, allez voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Je parle aussi d'arbalète à répétition et de pistolet, mais bon, cliché suivant. Et oui, le matelas dévastateur, c'est... Le matelas dévastateur? Attendez, c'est... Ah mais non, c'est parce que c'est le retour du sponsor du jour, Emma Matelas. Et à propos de retour, depuis la dernière sponsor il y a 6 mois, j'ai eu largement le temps de tester mon matelas, et j'en suis très content. Du coup j'ai décidé d'en prendre un plus grand, celui-ci, pour la nouvelle sponsor, parce qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien, j'ai envie de vous dire. Puis j'ai jamais aussi bien dormi que depuis que je suis passé sur le modèle Emma. Là du coup c'est le matelas hybride V2, un des derniers matelas conçus par les experts du sommeil de chez Emma, pour s'adapter à votre morphologie tout en régulant votre température pendant votre sommeil. C'est plutôt pas mal, hein. Il a été élu tout simplement meilleur matelas en France en 2023 par les principaux comparateurs publiant leur classement en ligne. Voilà, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Mais Emma ne fait pas que des matelas. La dernière fois, j'avais aussi pris des oreillers nuages qui sont vraiment fantastiques, et une couette 4 saisons qui peut s'adapter en fonction de vos envies et de la température. Si vous avez besoin de changer de matelas, c'est vraiment bien, et si vous voulez améliorer votre sommeil sans vous ruiner, avec les accessoires, vous avez une bonne solution. Et ça tombe bien, puisqu'en ce moment, ce sont les ventes d'hiver chez Emma, jusqu'à moins 50% sur de nombreux matelas et accessoires, et avec mon lien que je vous mets dans la description, vous avez encore 10% de réduction supplémentaire. Tout ça pour dire que j'ai un sommeil épouvantable d'ordinaire, mais depuis la première sponsor Emma, je dors quand même beaucoup mieux. Voilà, donc fatalement, c'est un plaisir de vous en reparler, en espérant que ça puisse aussi vous servir. Merci à Emma d'avoir sponsorisé cette vidéo, et nous, on retourne à nos armes avec un sujet ninja. Le ninjato, c'est l'arme par excellence des ninjas. Il s'agit d'un sabre droit, parfois plus court, que l'on peut aussi dégainer dans son dos avec une garde carrée. Enfin ça, c'est ce que disent les films, hein, les jeux, les séries, à peu près tout ce que la culture populaire compte de ninjas en fait, hein, voilà. Sur l'existence des ninjas eux-mêmes, pas vraiment de problème. En revanche, la manière dont on les imagine, la manière dont on les voit d'ordinaire, ça, c'est souvent à côté de la plaque. Voilà. Et le ninjato, c'est pareil, parce que si vous devez infiltrer discrètement un endroit, il est bien plus efficace de se déguiser en quelqu'un que personne ne soupçonne, genre un paysan, un serviteur, un garde, ce que vous voulez. Et donc fatalement, si vous trimballez avec vous une arme qui vous désigne comme étant un espion assassin, comment vous dire que c'est pas top quoi, voilà, surtout quand elle est aussi encombrante que ça, enfin c'est quand même assez grand cette histoire, hein. Voilà, là j'ai le modèle qu'on trouve dans le commerce avec un
un tuba intégré et une sarbacane. Bon, c'est complètement du folklore, hein, on va pas se mentir, pourquoi pas un lance-flamme, un parapluie, un couteau à beurrer les tartines en cas de pique-nique inopinée aussi. Ah, ça n'a aucun sens, hein, vraiment. Le sabre est de toute manière trop long pour qu'on puisse le dégainer dans le dos et s'en servir pour escalader des murs comme certaines théories. Bon, on va pas se mentir, c'est quand même un petit peu délirant, tout simplement parce que si vous devez monter un mur avec un minimum d'élan, votre première prise de pied, elle va être en fait plus haute que la garde du sabre sur laquelle vous êtes censé vous appuyer. C'est un peu ridicule. Voilà, après les sabres droits, ils ont bel et bien existé dans le Japon féodal, et on a aussi eu des gardes carrés. Pour autant, cette combinaison-là, la lame noire, le truc noir, machin, tout ça, c'est un truc de ninja moderne, de fiction, qui n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. Il semble que les ninjas aient préféré des sabres normaux plus courts, mais portés normalement à la ceinture dans des fourreaux plus grands. Là, on a bien un effet de surprise si besoin, et on se fait pas cramer avec une arme qui crie à tout le monde « Coucou, je suis un assassin, je vais faire des trucs !» C'est vraiment... Par ailleurs, les ninjas ont aussi pu préférer des armes encore plus insignifiantes. C'est le cas de... celle-ci, par exemple. Il s'agit d'une faucille, tout simplement. C'est encore un modèle qui est en usage dans le Japon actuel. C'est un outil agricole qui n'a l'air de rien. Mais c'est une arme absolument terrifiante avec un peu de technique et d'entraînement. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup, celle-ci. C'est... crochetage, récupérer des jambes... Bon, bah, vous voyez un peu le... Voilà. Vous avez compris. Et ça, je l'ai beaucoup lu dans les 2 vidéos où je parle de fronde. En fait, une fronde n'est pas spécialement plus dure à maîtriser qu'un arc ou une arbalète, c'est juste différent. Voilà, faut vraiment que vous fassiez attention à ne pas confondre vos propres expériences avec la réalité historique. Parce que bien souvent, il y a beaucoup d'éléments qui passent un peu à la trappe dans ce processus. En fait, de base, si je vous colle une fronde entre les mains, voilà, comme celle-ci par exemple, qui est magnifique, qu'on m'a offerte, qu'un abonné m'a offert, en fait, vous allez être spontanément plus mauvais avec elle que si je vous donne un arc. Et encore plus mauvais avec cette fronde si je vous donne une arbalète pour comparer. Voilà, mais ne jugez que sur ça, que sur cette expérience un petit peu modeste, c'est oublier pas mal de trucs en chemin. La fronde, en fait, en règle générale, historiquement, on apprend quand on est gamin le plus souvent, ce qui permet d'atteindre très facilement une excellente précision. Et encore aujourd'hui, dans certaines régions où on se sert de la fronde, des gamins de 10 ans peuvent atteindre facilement des oiseaux ou des lapins, voilà. Du coup, apprendre la fronde très jeune, ça permet d'atteindre très rapidement une excellente précision, une mortalité certaine chez la cible, et au final, ça coûte pas grand chose, parce que les projectiles, c'est vite trouvé ou fabriqué. Voilà, pour être précis avec un arc, il faut au moins autant d'entraînement, et les flèches coûtent bien plus cher, voilà, c'est compliqué de s'entraîner régulièrement, et atteindre la puissance musculaire nécessaire à un arc de guerre, ça pour le coup, ça prend plus de temps. Voilà, alors ne parlons même pas de l'arbalète comme celle que j'ai là, qui est une arme technique, hein, c'est-à-dire que apprendre à l'entretenir et à l'utiliser dans le bon contexte au bon moment, avec une précision demandée plus importante que les 2 autres armes, au final ça demande autant d'entraînement que l'arc ou la fronde. En fait, pour comparer, dire que la fronde c'est plus difficile à maîtriser que l'arc ou l'arbalète, ça revient à dire que c'est plus dur de faire les JO en apprenant la natation qu'en apprenant la course ou l'escrime. C'est pas vraiment comparable en fait, ça demande dans tous les cas de l'entraînement, de l'investissement, et les objectifs ne sont pas vraiment les mêmes. Mettre en place un système social et culturel pour que vous puissiez vous entraîner depuis votre plus jeune âge, ça va effectivement énormément vous aider. Mais c'est pas de la magie, voilà, faut pratiquer en fonction de ses besoins. Et ça marche pour le sport comme pour les arcs, les arbalètes et la fronde. Vous voyez les films et les séries de vikings, les gens bourrus, barbus, avec des haches dans tous les sens, hurlant Odin ou Thor pour un oui, pour un non. On en a déjà un petit peu parlé sur la chaîne, mais pour les haches, en fait on n'est pas sûr. Voilà. Je sais, ça remet vachement en question pas mal de trucs, mais en réalité la hache emblématique de la culture scandinave médiévale, et tout le monde qui s'en servait, tout ça, en réalité, il y a peu de chances pour que ce soit vrai. En fait, dans ces cultures, on a assez peu de modèles qui sont clairement identifiés et identifiables comme des haches de guerre. Parce que certes, si une hache peut abattre un arbre, elle peut aussi abattre un saxon, par exemple. Pour autant, c'est pas du tout le même usage, enfin pas vraiment le même usage, hein, voilà, donc c'est mal adapté. Et beaucoup d'armes qui viennent à l'origine d'outils agricoles ou de la vie courante, elles ont été rapidement modifiées et développées pour créer des formes spécifiques plus adaptées à la pratique de la guerre. Et chez nos vikings, la plupart des haches retrouvées ont un usage difficile à distinguer entre usage militaire et usage civil. Et je suis désolé de vous dire ça, hein, mais dans ce genre de cas, ça veut souvent dire que c'est l'usage civil qui prime.
Donc nos vikings utilisaient probablement plus facilement des couteaux de combat plus ou moins longs, ce qu'on appelle les fameuses kramasax. Des lances aussi, beaucoup de lances, c'est l'éternel oublié des représentations, alors que c'est celle qui a sans doute été le plus utilisée. On a quelques épées par-ci par-là, et parfois, bah oui, un peu de hache quand même, voilà. Mais on est loin de l'arme emblématique. Mais vous vous souvenez ce que je disais la dernière fois sur le katana, ou plus récemment sur le feu grégeois, si une arme devient légendaire, vous pouvez parier que ce qu'on pense en savoir est en fait un petit peu pété. D'ailleurs, puisqu'on est dans les haches là, et ben en fait le lancer de hache, vous oubliez ça hein, s'il vous plaît. Voilà, chez les vikings c'est bien simple, apparemment ça ne s'est pas fait du tout. Voilà, déjà qu'on n'a pas beaucoup de sources de haches comme je le disais, des haches de combat en tout cas, bah les lancer, comment vous dire qu'on en est loin. Voilà, la question se pose peut-être un peu plus pour les Francs et leur fameuse francisque, ou les Germains, voilà, qui sont leurs ancêtres et qui devaient en avoir aussi, mais en réalité tout ça, bah c'est pareil, c'est pas vraiment clair. En gros, les sources franques nous rapportant du lancer de hache sont rarissimes, et avec des contextes qui ne semblent pas vraiment liés à la guerre. Voilà, par exemple un père qui jette sa hache sur son fils dans un accès de colère, mais il aurait pu prendre une assiette que ça aurait été pareil. Voilà, il a pris le truc qu'il avait sous la main, tout simplement. On a aussi un exemple, un moment, de guerrier qui s'amuse à faire du lancer de hache sur une cible, mais ça reste de l'amusement, du loisir, rapporté par un chroniqueur connu pour avoir très largement déformé la réalité sur d'autres sujets. Donc tout ça, c'est pas fiable du tout. Voilà. En fait, la seule chose qui fait tenir cette théorie actuellement, c'est que la forme un peu spécifique du fer de francisque ferait mieux voler la hache pour le lancer. Bon, à titre personnel, on va pas se mentir, ça me paraît un peu faible, d'autant que toutes les haches à petit fer, comme celle-là, elles se lancent très bien quand on sait le faire, et le gain de la forme est finalement relativement minime. On a d'autres cultures avec des haches à petit fer de ce type, et c'est quasi systématiquement des armes de poing qui ne se lancent pas. Bon, après, c'est vrai que c'est classe. Ça, vraiment c'est classe, on peut pas l'enlever, mais c'est tout, quoi, je crois. Voilà. Après, dans certaines cultures, on a des haches qui servent spécifiquement à lancer et combattre au corps à corps, mais en Occident, c'est probablement excessivement rare et finalement peu pratique, parce que mal adapté aux situations de combat de cette zone géographique. Faut pas oublier sur les armes que si vous pouvez faire un truc avec, ça veut pas dire pour autant que, à la guerre, c'est une bonne idée. Voilà, parce que le contexte est différent de si vous êtes chez vous. Ouais, vous pouvez lancer une hache, ça se passe super bien. Si vous êtes à la guerre avec d'autres gens, ça peut être plus compliqué pour plein de raisons, parce que vous n'allez pas trimballer 6 haches comme ça, parce que en face ils s'en foutent, parce que vous n'êtes pas assez précis, parce que il y a plein de raisons qui peuvent rentrer en ligne de compte. En revanche, les masses de lancer, oui, c'est encore un coup des Byzantins. Voilà, ces petits rigolos, on a des sources où, pour amorcer une charge de cavalerie lourde, ils envoient des volées de masses de jets comme ça. Et parce qu'en fait, la cavalerie lourde byzantine, ils sont armurés des pieds à la tête. Et je pense qu'ils se sont dit qu'ils étaient pas assez bourrins et qu'ils allaient en rajouter un peu plus en balançant des grosses masses comme ça dans la tête des gens. Vraiment, quelle générosité ces Byzantins, c'est... quelle culture incroyable. Et oui, alors on sort un peu du domaine des armes, mais c'est une idée reçue de croire que les documentaires sont meilleurs que les fictions, et... Attendez, qu'est-ce que je raconte, moi? C'est le script d'une prochaine vidéo, ça. J'ai prévu de faire ça, je mélange tout, en fait. Enfin, en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vais très prochainement sortir quelque chose là-dessus, donc abonnez-vous pour ne rien louper, et puis profitez-en pour me dire dans les commentaires quels sont, selon vous, les plus gros clichés historiques que vous connaissez. Là encore, un énorme classique des films, des séries et des jeux vidéo. On voit un personnage qui coule une épée après avoir fait un joli moule à la bonne forme. Hein. Évidemment, ça donne de très belles images de métal en fusion, de lumière, de chaleur, de fumée. C'est cinématographique. Et à la fin, hop, pif, paf, pouf, ça fait des chocs à pic, mais surtout le personnage en tire une superbe épée en acier de grande qualité, comme celle-ci, voilà. Mais ça aussi, c'est du vent. En fait, les métaux ne se travaillent pas tous de la même manière. Il se trouve que pour faire une épée en acier comme celle-là, c'est de la forge qu'il faut, et non de la fonte. C'est-à-dire que vous allez prendre un petit bout de métal pour le chauffer, l'étirer et le former avec vos petits bras musclés et les petits marteaux, jusqu'à obtenir l'épée que vous désirez. Voilà, historiquement, on ne fait pas des épées en acier ou en fer avec une méthode par coulée, tout simplement parce que ça ne fonctionne pas du tout. Vous pouvez pas couler de l'acier comme ça, c'est pas possible, voilà. En revanche, vous avez remarqué depuis tout à l'heure, je parle d'épée en acier ou en fer et pas d'épée en métal en général. Tout simplement parce que ça fonctionne avec le bronze.
Avant la généralisation des armes en acier, ces dernières étaient majoritairement en bronze, et dans ce cas-là, ah oui, on utilise une méthode par coulée. Donc on va faire chauffer le bronze, on verse le métal fondu dans un moule, qui, en refroidissant, va prendre la forme d'une épée, d'une hache, un rasoir, à peu près tout ce que vous voulez. Vous polissez tout ça ensuite, vous aiguisez tout ça ensuite, et hop, vous avez une arme fonctionnelle. Je prépare une vidéo là-dessus d'ailleurs, je vous spoil depuis tout à l'heure un petit peu les images. Après, les moules sont fermés, sinon ça ne fonctionne pas très bien. C'est certes moins impressionnant parce qu'on ne voit pas clairement le métal prendre la forme de l'objet, mais franchement, moi je trouve ça classe quand même. Bref, retenez que dans les films, la plupart du temps où vous voyez des épées fabriquées par coulée, c'est du flan. Voilà, du flan coulé, du coup. Ouh, le sabre oriental, le fameux cimeterre énorme là, hein. Ah là, normalement, si vous avez bien suivi la vidéo, vous avez compris le principe. Si une arme acquiert un statut légendaire et réflexe quand vous pensez à une culture, eh ben en fait, il y a quelque chose qui cloche, hein, tout simplement. Et puis, bon bah là-dessus, une fois n'est pas coutume, pour le cimeterre, c'est exactement pareil. Alors déjà, ce mot cimeterre là, c'est quoi ? En fait, on ne sait pas trop. Voilà, ça vient probablement du mot italien cimitara, venant probablement lui-même du mot perse shamshir, et qui désigne à l'origine un sabre ou une épée en général. Voilà. Je ne sais pas si vous commencez à voir où je veux en venir. En fait, on est loin de l'énorme sabre courbe qu'on voit souvent en imaginant un cimeterre, mais bien d'un sabre en général, exactement comme celui-ci. L'énorme sabre courbe, on en a parlé dans la vidéo au musée de l'armée juste là, c'est un truc spécifique à l'exécution, pour couper des têtes, hein, tout simplement. C'est jamais utilisé au combat, jamais. Ça sert juste à marquer les esprits. Voilà, ça a tellement bien fonctionné que tout le monde l'a encore en tête aujourd'hui. Un sabre à couper des têtes, que tout le monde a en tête. Vous l'avez ou pas? Par rapport à... J'adore les mots. Bref, déjà un cimeterre, c'est un terme générique déformé du persan puis de l'italien, et qui finalement désigne à peu près tout et n'importe quoi d'une certaine taille et avec un tranchant, au moins un tranchant. Voilà, et bien entendu, selon les périodes, le nom change, parce que c'est pas rigolo sinon, hein, vraiment on s'ennuie. Depuis quelques siècles, le terme shamshir désigne spécifiquement un type de sabre à courbe très prononcée. Mais toujours pas énorme comme dans les films. Toujours pas. Mais c'est pas tout, parce que le cliché du cimeterre gigantesque, il en cache en fait un autre. Voilà, j'aime l'humour et les surprises, En fait, l'idée de coller des sabres à tous les combattants arabo, musulmano, perso, maghrébo, orientalisants, c'est aussi complètement du délire. En fait, jusqu'au milieu du Moyen-Âge, les croisades à peu près, tout ce beau monde, il y a surtout des épées droites. J'en mets un exemple juste là. Les sabres, c'est en fait l'apanage des peuples cavaliers, comme les Turcs et les Mongols. C'est à leur contact et avec l'intégration des peuples turcs dans les peuples arabes au Moyen-Orient que le sabre va progressivement remplacer l'épée droite. Voilà, on a aussi à cette période, vers les 12e et 13e siècles à peu près, des sabres qui sont parfaitement droits. Voilà, c'est-à-dire, c'est comme un sabre, donc avec un seul tranchant comme ça, mais une lame sans courbe. Celle-ci en a une très légère, mais on en avait aussi avec des lames parfaitement droites. Voilà. En fait, si le sabre est devenu emblématique des peuples du Moyen-Orient, dans la réalité, il ne constitue qu'une période très courte de leur histoire, si on remonte à l'Antiquité. Alors, ils étaient pas bien mes clichés du jour? N'hésitez pas à continuer à commenter les vidéos de la chaîne, ça me permet de faire des sujets ensuite qui répondent en fait à beaucoup de gens, parce que vos questions, en réalité, elles sont rarement idiotes. Et puis dites-moi si vous voulez voir de nouveaux épisodes des clichés des armes, parce que j'ai encore pas mal d'idées, likez et partagez celle-là si vous l'avez aimée, c'est super important pour que je puisse faire de nouveaux contenus, et d'ici là, n'oubliez pas évidemment que l'histoire est vivante. Il va falloir que je range tout ça maintenant, moi.